Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport. Je suis ravi de vous retrouver. Tout de suite, on passe au sommaire. Golf, la 99e édition de l'Open de France s'est terminée ce dimanche au Golf National de Guyancourt. L'Autrichien Bernd Wiesberger, 39e joueur mondial, a créé la sensation en s'imposant à 50 ans en Yvelines. Les détails dans cette édition. Cyclisme, nous ferons le bilan de cette saison. Coup de projecteur à suivre sur les championnats du monde de cyclisme sur piste et sur la compétition sur route Paris-Nice. Nous recevrons dans quelques instants Quentin Lafargue, médaillé de bronze de vitesse en février dernier. Yann Dujardin, notre consultant cyclisme. Taekwondo, Yanis Gomis, 14 ans, est devenu champion de France de la discipline à Toulon. Conséquence, le trappiste participera à un test match pour se qualifier au championnat du monde. Portrait à suivre dans ce magazine. Et puis en fin d'émission, nous parlerons football et des résultats de l'équipe de football de Trappes senior. La 99e édition de l'Open de France a livré son verdict ce dimanche au Golf National de Guyancourt. L'Autrichien Bernd Wiesberger, 39e joueur mondial, a créé la sensation en s'imposant pour la première fois sur les greens de 50 ans en Yvelines. Victor Dubuisson, le Français, a terminé à la 12e place. Les images sont signées Mélanie Poquet. À l'image de la météo caniculaire puis orageuse, cette 99e édition de l'Open de France de golf a été totalement imprévisible. Avant le tournoi, les spécialistes de la petite balle blanche pariaient sur le double tenant du titre Graham McDowell ou encore l'anglais Lee Westwood. Mais c'est finalement l'Autrichien Bernd Wiesberger, 39e mondial, qui a raflé la mise. Le Viennois de 29 ans a conclu son Open avec une carte de 65, soit 13 coups sous le par. Une journée parfaite ponctuée par 4 birdies à la suite entre le trou numéro 4 et le trou numéro 7. Je pense que je suis très chanceux d'avoir remporté ce tournoi. J'ai bien joué sur ce beau terrain avec un swing très bon. J'avais confiance en moi et c'est très important quand on veut remporter des titres sur le circuit. C'est un magnifique vainqueur, il a très bien joué. Aujourd'hui, il a fait un tour à -6, les spécialistes apprécieront, dans des conditions bonnes, puisqu'il faisait beau, mais néanmoins chaudes, avec du vent. Il a su maîtriser l'ensemble des éléments sur un parcours de grande qualité. Le premier Français, Michael Lorenzo Vara, a terminé à une belle 6e place avec une carte de 68 devant Victor Dubuisson. La nouvelle star du golf français, 4e à l'entame de la dernière journée, s'est totalement effondré ce dimanche. Il a réalisé une carte de 75 avec une balle dans l'eau dès le trou numéro 1 et une balle hors limite au trou numéro 7. Une journée à oublier pour le Provençal. C'était une partie horrible, sans aucune réussite malheureusement. J'ai fait un drive moyen qui s'y a fini. Mort au trou numéro 7, ce qui m'a coûté un triple bogey. Mais voilà, c'est un peu le résumé de ma partie. Ouais. Il y a eu des choses positives, c'est sûr, mais bon, mon objectif n'est pas à cette place-là. C'est un champion, il prend le départ, c'est pas pour être deuxième, c'est pour être premier. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage parce qu'il a su animer toutes ces partie hier, aujourd'hui, et on sentait dès ce matin une volonté d'aboutir sur la plus haute marche du podium. Mais je suis tranquille, ce n'est que partie remise. Victor Dubuisson devrait revenir l'année prochaine sur le parcours du golf national. Il tentera de s'imposer pour la 100e édition de l'Open de France de golf. Cette victoire de l'Autrichien Bernd Wiesberger a fait frissonner les fans du golf national. Ils étaient encore plus de 60 000 cette année à suivre la compétition et notamment les parties des Français. Romain Ruspini pour le montage. Comme chaque année, l'Open de France de golf a fait le plein. Ils étaient encore plus de 60 000 au bord des greens du golf national de Guyancourt pour suivre les exploits des sportifs. Dans le public, on pouvait apercevoir des passionnés mais également de nouveaux fans. Nous, c'est la première fois qu'on vient en fait. On est tout récent golfeur et j'ai eu l'occasion de voir les billets en vente sur internet. On a récupéré 2 billets. L'idée c'était de venir voir comment ça se passait une compétition de golf. Donc voilà, on est venu et c'est vachement sympa. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de nouveaux golfeurs qui eux viennent découvrir un petit peu l'Open, son ambiance, son image. Qu'est-ce qu'un Open? On sent une évolution depuis 2-3 ans et je trouve que c'est bénéfique pour la discipline. Du beau monde également dans les loges, une dizaine d'athlètes ou ex-sportifs venus de toutes les disciplines ont assisté à la compétition. Je viens tous les ans depuis quelques années, voilà. Et ça vous plaît le golf? Je m'y mets. C'est pas encore ça, mais... On a la chance d'avoir l'une des meilleures compétitions en Europe et avec la Ryder Cup qui va arriver en France. Donc tout simplement, il faut être ici quand on aime le golf et voilà, golf national.
L'Open de France de golf est également rendez-vous international. Près d'un tiers des spectateurs sont étrangers. Je suis le parcours de Brendan Steele. En ce moment, il joue sur le terrain d'à côté. C'est un joueur américain. Je le suis surtout sur le circuit PGA. Je suis venue pour voir cet événement magnifique, très bien organisé, et pour voir aussi les meilleurs joueurs d'année. Nous avons assisté depuis 2007, je pense. 2007, nous sommes ici chaque année pour assister à l'Open de golf. Nous aimons beaucoup le parcours ici. Super. C'est super bon, super bon. Et on a toujours en tête le Ryder Cup 2018. La Ryder Cup 2018 devrait attirer près de 60 000 personnes, mais cette fois-ci par jour. Les spectateurs sont déjà impatients. Après le golf, on passe maintenant au cyclisme. Pour ce dernier 7-8 sport de la saison, coup de projecteur aujourd'hui sur le cyclisme dans les Yvelines. La saison vélo a été très riche en émotions cette année. Il y a notamment eu les championnats du monde sur piste en février dernier et puis Paris-Nice en mars. Pour nous parler de ces deux compétitions, nous recevons sur ce plateau le pistard de l'équipe de France, Quentin Lafargue, donc, qui a été médaillé de bronze lors des derniers championnats du monde, mais également Yann Dujarrier, notre consultant cyclisme, mais également champion d'Europe sur piste en 2013. Alors nous avons débuté cette page cyclisme par les championnats du monde de cyclisme sur piste. Quentin, on peut dire que c'était vraiment une belle fête populaire, ces championnats du monde. Ouais, une très belle réussite. Le public a répondu présent. 5000 spectateurs tous les jours. Et puis voilà, une belle fête pour le cyclisme français aussi, puisque voilà, la France, dans son ensemble, a vraiment eu de super résultats. Ce vélodrome, Yann, il a fait beaucoup de bruit pendant les 5 jours de compétition. Surtout quand les Français étaient en piste. C'était le côté très chauvin de nos spectateurs, des spectateurs français de toute façon en général. Et c'est vrai que dès que nos Français étaient sur le bois, l'ambiance était formidable. Quentin, on peut dire que la France a réussi ses championnats du monde. Il y a eu 7 médailles, dont 5 en or. La France a vraiment réussi ses championnats du monde. Oui, et puis surtout on retrouve le premier rang mondial au classement des nations, donc ça c'est une belle satisfaction pour l'ensemble de l'équipe. Voilà, que ce soit chez les sprinters ou même au niveau de l'endurance, une belle réussite au niveau des championnats du monde et de super résultats. Ouais. Yann, ce résultat, il était inespéré, il était envisageable, il était comment ce résultat ? Complètement envisagé, même pas simplement envisageable, vraiment envisagé. On savait que nos gars sur le sprint répondraient présents. La seule vraie surprise que l'on peut donner, ce serait la médaille de bronze du poursuiteur en individuel, mais voilà quoi. Le reste, tout le monde a répondu présent et Quentin a confirmé ce qu'il avait réalisé avec sa belle troisième place qu'il avait réalisé depuis quelques saisons au niveau national. Là, il est allé chercher le résultat qu'on attendait au niveau international. Yann, s'il y a un homme qui n'a pas déçu, qui était attendu, c'était François Pervis. Il avait 3 titres en Colombie, il avait acquis 3 titres en Colombie. Il en a gagné 2 sur ses championnats du monde en kérine et également sur le kilomètre. Finalement, il était attendu, mais il a répondu présent. Et il était attendu, mais c'était quand même il l'a vraiment fait avec la classe et au moral, parce que il a eu beaucoup de pépins sur sa préparation hivernale pour ces championnats du monde. Il n'était pas aussi serein qu'il pouvait l'être auparavant. Là, il a démontré qu'il était un cran au-dessus sur ces disciplines. Sur le kilo, sur le kérine, ça a été vraiment super de pouvoir voir qu'il était là toujours, quoi. C'était super. Moi, j'ai vraiment adoré, parce que c'est un gars sympa, qui est facile d'accès, donc ça fait plaisir de voir qu'il continue, et puis surtout un gars qui est arrivé sur le tard. Donc voilà, non, c'est une belle satisfaction. Quentin, vous qui côtoyez François Pervis, c'est vraiment mérité également ces 2 titres. Oui, mérité. De toute façon, on bosse tous pour la même chose. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de réussite que d'autres. François a été très très fort en 2014, et comme l'a dit Yann, il a connu quelques difficultés au cours de l'hiver. Il a chuté sur la dernière manche de Coupe du Monde. Donc bien sûr que c'est mérité, puisqu'il travaille comme un fou pour aller chercher ses maillots et ses médailles au championnat du monde. Mais voilà, ça pourrait être mérité pour n'importe lequel d'entre nous, parce que mine de rien, il y en a qui réussissent, mais il y en a qui travaillent tout autant et qui galèrent un peu plus. Donc voilà, c'était un très beau championnat du monde avec des beaux résultats pour la France. Il y a un autre pistard qui a également impressionné sur ces championnats du monde, c'est également Grégory Boger. Il vous a battu d'ailleurs en demi-finale sur la vitesse. Qu'est-ce qu'il a de plus, Grégory Boger ? Est-ce que pour l'instant, pour vous, la marche est peut-être un peu trop haute ?
Déjà, il a 30 ans, donc il a quelques années de plus que moi. Et puis donc un peu plus d'expérience. Et voilà, Greg, on connaît son palmarès. Il a été 4 fois champion du monde de vitesse individuelle entre 2009 et 2012. Il redevient cette année champion du monde de vitesse individuelle. C'est un gars qui a vraiment beaucoup d'expérience et c'est une force de la nature. Physiquement, il est un peu dingue. Est-ce que Yann, il y a des médailles qui ont peut-être, je sais pas, un peu surpris, qu'on n'attendait pas forcément? Je pense par exemple à Brian Cocard sur l'américaine. Non, l'américaine, on avait l'équipe qui était grosse favorite. Ils avaient 4 gars qu'ils auraient pu, je pense, mettre dans n'importe quelle possibilité, enfin position. Je pense que les 4 étaient capables d'être champions du monde. Ça a été une très belle épreuve. Il a fallu vraiment se bagarrer contre les Anglais qui avaient pris le tour. Et puis au final, avec les Italiens, ça joue à 1 point. Viviani, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Donc, mais non, voilà, ils étaient hyper sereins. Et Brian a vraiment galéré sur les 25 derniers tours. Il a vraiment été chercher les derniers sprints et les derniers points. Et voilà, non, la paire a été superbe et voilà, ils étaient 4 et je pense que les 4 auraient été champions du monde quoi qu'il en soit sur cette épreuve-là. Chez les hommes, ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, chez les femmes, ça a été un peu plus compliqué. Nous avons rencontré Sandy Claire, la plaisiroise, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes avec la plaisiroise Sandy Claire, la pistarde de l'équipe de France. Ensemble, nous allons revenir sur les résultats de l'équipe de France féminine au championnat du monde sur piste qui ont eu lieu ici à Saint-Quentin en Yvelines. Alors Sandy, est-ce que les résultats des Françaises étaient à la hauteur des espérances? Non, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas fait les résultats espérés. On était en dessous de ce qu'on aurait pu faire. Voilà, il y a quand même quelques bonnes choses au niveau des chronos, mais voilà, au niveau des résultats, on est très loin des podiums. Donc on va encore travailler énormément parce que les Jeux c'est dans 1 an, donc on a encore à la fois le temps et à la fois pas le temps parce que ça va arriver très vite. Mais voilà, là on a repris un programme d'entraînement très structuré et du coup je pense qu'on a une bonne marge de progression, nous les féminines. Et qu'est-ce qui a manqué peut-être aux pistards de l'équipe de France sur ces championnats du monde? Alors là, c'est une bonne question parce qu'on s'entraîne comme les garçons qui ont vraiment... C'est peut-être l'entraînement peut-être ou Non, je pense que l'entraînement est très bon, mais voilà, c'était peut-être un jour sans pour nous toutes. C'est difficile à expliquer parce qu'on n'était pas forcément en méforme. Et du coup, voilà, bon, après, il y a la tactique aussi qui rentre en jeu et ça, on ne peut pas dire que ça vient de l'entraînement. Moi, je pense que l'entraînement est très bon, mais... Voilà, pour l'expliquer, c'est très dur à expliquer, on ne sait pas forcément pourquoi. Et est-ce qu'il y a eu des pistards peut-être qui ont un petit peu surpris sur ces championnats du monde, des filles qu'on n'attendait pas forcément au niveau national? Je dirais que non, Pascal, sur sa 3e place qui malheureusement a été déclassée, voilà, le scratch, on sait très bien qu'elle est très forte sur ça. Après, Virginie a fait un très bon temps sur le 500 mètres, donc c'était, je pense, ça, oui, une bonne surprise. Après, voilà, étant donné qu'on n'a pas eu d'énormes résultats, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de surprises. Et qu'est-ce qu'il faudra peut-être améliorer sur les prochains mois? Ça va être notre pointe de vitesse, être plus forte, aller plus vite, parce que forcément on fait du sprint, donc on se bat contre les autres, mais aussi contre le chrono. Donc c'est important d'aller plus vite et pour pouvoir aller plus loin dans les tournois et pourquoi pas ramener des médailles. Merci beaucoup Sandy Claire. Merci. Quentin, on l'a vu avec Sandy Claire, les résultats des féminines n'ont pas forcément été à la hauteur sur ces championnats du monde. Pas à la hauteur, oui, disons que ça a été un peu plus compliqué que pour les garçons. Après, comme on vient d'entendre Sandy parler, elles ont le même entraînement que nous, peut-être... je sais pas, le sprint c'est tellement une discipline qui peut être aléatoire sur le plan tactique, sur le plan moral, enfin prendre l'ascendant sur son adversaire, ça veut pas dire que tu es plus fort physiquement, tu peux aussi le prendre de façon voilà, le bouffer mentalement. Du coup, je suis pas capable de dire ce qui a été bien ou moins bien. Maintenant les filles bossent très bien et je leur souhaite vraiment de pouvoir progresser surtout dans l'année qui arrive. Yann, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur les Françaises au JO, par exemple, complètement qui auront lieu l'année prochaine à Rio? Complètement optimiste. Elles sont régulièrement
dans les têtes, dans les têtes et sur les podiums, sur les manches de Coupe du Monde ou sur les rencontres qu'il peut y avoir sur d'autres épreuves. Donc il y a pas de raison. Voilà, c'était une semaine maudite pour les féminines. Faut pas oublier qu'on en a une qui a été déclassée sur le scratch, on a une autre qui finit 4e de la course au point. Enfin voilà, ça s'est joué des fois à des tout petits détails. Donc voilà, c'était juste pas le bon moment. Ça viendra et il faut juste continuer de travailler pour la suite. L'actualité du cyclisme dans les Yvelines, c'était également Paris-Nice, qui était organisé au mois de mars. Il y a eu Michal Kwiatkowski qui avait remporté la course. C'était une très belle course, Yann, ce Paris-Nice qui s'est déroulé à côté de Maurepas. Paris-Nice, un contre-la-montre comme ça sur les rues sur 50 ans en Yvelines, c'était très très bien organisé, un beau spectacle, toujours un public présent et chauvin. Je me souviens dans la côte où dès qu'on avait un Français qui passait, c'était vraiment des gros encouragements. Donc une très belle journée aussi, il avait fait un super temps au mois de mars. Donc tout était réuni. Voilà, les Yvelines, c'est une terre de cyclisme. Faut oublier qu'au mois d'août cette année, on aura le départ de Paris-Brest-Paris qui partira du Vélodrome de 50 en Yvelines. Il va y avoir plusieurs milliers de cyclistes qui vont faire 1200 km en l'espace de 3 jours. Moi, quand je travaillais sur Saint-Quentin, j'adorais en partant du boulot croiser ces cyclistes qui étaient tous fatigués, qui rentraient de leur 2-3 jours 3-4 jours de vélo. Il faut pas oublier de leur mettre un petit coup de klaxon ou un petit coup de félicitations parce que à leur niveau ce sont aussi des héros et voilà, ça fait partie de toute l'ambiance et de tout ce que les Yvelines peuvent apporter au cyclisme en Ile-de-France. Quentin, on va refermer cette page cyclisme par le Tour de France, on était obligé d'en parler. Pour vous, est-ce qu'il y a un favori qui se dégage sur ce Tour de France sur qui vous pourriez miser une petite pièce? Je vais pas m'amuser une pièce. Il y a 4 grands favoris, je crois. Contador, Froome, Nibali et Quintana. Du coup, moi, je suis un cycliste, donc je vais forcément suivre ce Tour de France. Maintenant, je vais aussi beaucoup suivre les copains de la piste, avec Brian qui est sur le Tour, Damien Gaudin qui est aussi sur les routes de son premier Tour de France. Donc voilà, moi, je vais être plus supporter des gens que je connais. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Yann, on vous retrouvera à la rentrée pour commenter le cyclisme dans les Yvelines. Quentin, bon courage pour la suite de votre saison. Merci beaucoup. On continuera à vous suivre. On passe maintenant au taekwondo. En mai dernier, Yanis Gomis, 14 ans, est devenu champion de France de taekwondo à Toulon. En finale, il a terminé sa compétition par un KO. Conséquence, il est qualifié pour participer à un test match en juillet pour participer au championnat du monde. Portrait de ce champion qui n'a pas froid aux yeux. Les images sont signées Elodie Moine. Yanis Gomis, 14 ans, est l'étoile montante du taekwondo français. Le sportif licencié à Trappes a commencé à pratiquer cet art martial coréen en 2010 sous les conseils de son père François. Ce dernier a été champion des Yvelines dans sa jeunesse. C'est mon sport de vie. Moi, j'ai commencé le taekwondo depuis 1989. Ensuite, je lui ai rentré à l'âge de 8 ans. Il avait fait un tout petit peu de foot avant. Et on a découvert qu'en vrai, le taekwondo, c'était un sport pour lui complet. Puisque moi, je ne suis pas trop sport collectif, je suis plus un sport individuel. Et voilà, ça a payé à l'heure d'aujourd'hui. Et ça risque de payer encore beaucoup. Et il est parti pour faire une succession de fous. Aujourd'hui, son simple nom suffit à effrayer ses adversaires. Champion départemental et d'Île-de-France, le sportif a ajouté cette année le titre de champion de France à son palmarès. Un résultat qui va lui permettre de participer à un test match en juillet. Une victoire lui permettrait de se qualifier pour les championnats du monde et de s'envoler pour la Corée du Sud. Ça me fait plaisir. J'étais choqué parce que je ne pensais pas y aller un jour. Et ça m'a fait plaisir à moi et ma famille, mon père. Aller au championnat du monde, oui, un jour je voulais y aller. Et là, ça s'est réalisé si je suis sélectionné. Et je vais essayer de tout faire pour le gagner. Pour son test match le 23 juillet, le jeune taekwondoïste amateur du coup de pied retourné misera sur son point fort, le physique. À 14 ans, il mesure près d'1,78 m pour 64 kg. Malgré ses facilités, Yanis peut encore progresser. Son point faible, et je lui dis toujours, c'est travailler la souplesse. Mais bon, il lève quand même à la tête et il met des KO, c'est pas mal. Un point faible que Yanis devra gommer pour se qualifier pour les championnats du monde et viser une médaille pendant la compétition.
Trappes a terminé à une très belle 4e place en promotion d'honneur. Après un début de saison compliqué, l'équipe s'est bien redressée en deuxième partie de saison. Nous recevons sur ce plateau Mustapha Larbaoui, le président de Trappes, et les 2 défenseurs du club, Stéphane Fernandez et Hamidou Sissoko. Bonsoir. Bonsoir. Mustapha Larbaoui, comment expliquer ce revirement de situation? Vous étiez à la limite de la relégation, finalement vous avez plutôt bien terminé le championnat. En fait, il y a eu deux temps forts, effectivement. Il y a eu le moment où on a frôlé le carton rouge, pour tout dire. Et puis, ça s'est vite rétabli. C'est toujours pareil, on est parti avec un groupe au complet. Et puis, on a quand même subi des défaillances, on va dire, techniques, avec essentiellement des problèmes de gardien de but, qui ont fait très très mal à la défense, j'entends, pour les buts encaissés. Très très peu efficace devant, trop peu, pardon, efficace devant, et puis relativement compliqué dans les buts. Et puis au final, on a un gardien de but qui est arrivé, qui a réussi à redresser la barre, mais surtout nos amis, là, la défense, elle est là, c'est grâce à eux. Il n'a pas pris beaucoup de buts cette saison. Qu'est-ce qui a fait la différence justement en défense cette année? Peut-être la solidarité entre les joueurs. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pour la plupart, on se connaissait déjà depuis quelques années. La défense, c'est un secteur au niveau duquel il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. Stéphane, qu'est-ce qui a fait la différence aussi, ce revirement de situation? Finalement, en décembre, février, vous êtes à la limite de la relégation. Vous remportez ensuite tous vos matchs vers la fin de saison. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être le discours du coach, peut-être? Non, je pense que c'est parce qu'au début d'année, j'ai commencé en réserve. Et je suis arrivé justement en décembre. Et ça correspond tout à fait avec les victoires. Voilà, le sauveur est là, il est devant vous. Moi, je vous l'avais dit que la saison, elle était grâce à ces deux-là. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Mais c'est pas faux en même temps, ce que dit Stéphane. Parce que, alors bien sûr, c'est sous le ton de la plaisanterie, mais pas tant que ça. Il a laissé passer d'autres personnes avant lui. Mais voilà, en réserve, c'est très technique, mais en même temps, c'était très psychologique. Mais ceci pour dire que Stéphane et Hamidou sont avec moi depuis plus de 10 ans. Ils étaient en U17, U19 avant. Ils sont montés en senior il y a à peu près une dizaine d'années. Donc voilà, on a les enfants de Trappes, on a les joueurs de Trappes, on a les gens qui ont su attendre, qui ont su donner quand il fallait. Voilà, c'est l'état d'esprit du club de Trappes. Et ça, je tiens à le souligner aujourd'hui. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais il y a un vrai état d'esprit surtout. Et est-ce qu'il y a peut-être des regrets sur cette saison au final? Parce que vous avez bien redressé à la fin. Mais pourquoi le début n'a pas été forcément très concluant? Est-ce qu'il y a des regrets, des matchs peut-être que vous avez loupés, que vous n'auriez pas dû louper? Oui, forcément. Quand on regarde le nombre de matchs nuls, on se dit que... on a eu énormément cette saison. Bon. Il y a eu 9 matchs nuls de mémoire. Et comment expliquer justement ces matchs nuls? Peut-être l'envie de ne pas forcément perdre peut-être le match? Non, pas forcément, parce que c'est des matchs où souvent on menait au score. Donc après c'est psychologique, c'était sur une série. Et bon, je pense qu'il faudra se servir de ça pour l'année prochaine et travailler là-dessus. Je pense que ça fera la différence. 9 matchs nuls, c'est conséquent quand même sur une saison. Et au final, 9 matchs nuls pour finir 4e. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit être du genre 2-3 matchs qui basculaient en notre faveur ou qui n'auraient pas dû basculer en notre défaveur. On était premier, puisque ça s'est joué à très peu de choses quand même. Petit détail. Moi, je pense que c'était trop stérile en attaque, puisqu'en défense, ils ont vraiment fait le boulot. On en a encaissé pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Vraiment, 2 gardiens de but de très très bon niveau qui se sont cassés entre guillemets à l'entraînement. Et puis, on a un gardien de but qui est arrivé en cours de saison, qui a du mal à prendre ses marques, mais qui nous a fait une très très belle fin de saison, Abdoulaye, je tiens à le préciser, qui a fait un très très bon boulot avec la défense. Mustapha Larbaoui, la saison prochaine, c'est la montée? Alors, oui, parce qu'on est proche finalement cette année. Oui, parce qu'on est compétiteur. Donc un président qui dit on ne monte pas, ce serait dramatique, je dirais presque pour l'état d'esprit. Mais on verra au fur et à mesure, parce que nos amis sont là, ils seront là l'année prochaine. Il y en a d'autres qui sont... On finit bien, donc on devrait bien commencer, on devrait bien perdurer. Cela étant, c'est très long, et puis il y a de la concurrence, mais on ne va pas se voiler la face. Oui, bien sûr, on va essayer on va tout faire, on est compétiteur, mais il y a des mais. Donc l'envie, oui, la possibilité aussi. On est en compétition, mais globalement, on va tout faire pour, bien sûr.
Le message est passé en tout cas. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. On continuera à suivre Trapp la saison prochaine. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ce magazine tout au long de la saison. Je vous retrouve à la rentrée prochaine. D'ici là, passez d'excellentes vacances. Très bel été sur TV Fil 78. Bonnes vacances.